Et puis on évoquait hier le 20e anniversaire de l'invasion américaine de l'Irak, c'était le 20 mars 2003. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée avec le départ des États-Unis. Ensuite, il y a eu la proclamation, vous le savez, par l'organisation terroriste État islamique d'un califat sur un tiers du territoire. Aujourd'hui, les djihadistes ont été vaincus, mais il reste encore leurs familles, des femmes, des enfants qui ont dû rebâtir une vie après la guerre. Envoyés spéciaux en Irak, Wilson Fash et Charles Tiefen. Pendant 3 ans, Mossoul, dans le nord de l'Irak, fut le bastion du groupe État islamique. Aujourd'hui, cet ancien bazar, situé en bordure de la ville, est un lieu de refuge pour les familles liées à l'organisation terroriste. Bienvenue chez moi. Là, il y a la cuisine et la salle de bain. Et ici, il y a le salon qui sert également de chambre. Depuis la fin de la guerre, Arlam et ses enfants vivent dans ce magasin aménagé en habitation. C'est elle, la chef de famille, depuis que son mari a été tué dans une frappe aérienne. Il était membre du groupe État islamique. J'aurais souhaité que mon mari choisisse une autre voie. Tout le monde meurt un jour, mais j'aurais préféré qu'il décède dans des circonstances normales. Au moins, nous aurions pu obtenir un peu plus de soutien et nous aurions pu organiser des funérailles avec une vraie tombe. Nous aurions pu lui rendre visite chaque semaine. La plupart de ces femmes ont un père, un frère ou un mari qui avait rejoint le groupe État islamique. Au départ, la cohabitation avec les habitants du quartier était plutôt compliquée. Certains résidents les tenaient pour responsables des crimes commis par l'organisation terroriste. Mais voilà plusieurs années maintenant que ces femmes vivent là et les habitants du quartier ont fini par accepter leur présence et même à leur venir en aide, comme aujourd'hui avec cette distribution de bouillottes électriques. Ce garçon et celui-ci, ce ne sont que des enfants. Leurs pères sont décédés ou sont en prison, mais quelle est la culpabilité de l'enfant? Peut-être qu'à l'avenir, l'un d'entre eux voudra devenir officier ou médecin, mais ils n'ont pas de papier en règle et ne peuvent donc pas recevoir d'éducation. Demain, ils auront 20 ans. S'ils n'obtiennent pas un emploi correct, ils choisiront peut-être la même voie que leur père. Au fil des années, Arlam a su rebâtir une vie pour sa famille malgré la stigmatisation. Elle a trouvé un travail, ses enfants sont scolarisés et ils ont pu aménager leur abri grâce à des donations. Il est presque 18h, c'est bientôt l'heure de passer à table. C'est Sarah, 15 ans, qui est derrière les fourneaux. J'ai perdu mon père, mais maintenant ma mère est à la fois ma mère et mon père. Elle est ma sœur et mon frère, elle est toute ma famille. Donc la situation ne m'a pas trop affectée, ma mère est à mes côtés. Mais je suis tout de même triste d'avoir perdu mon papa. La situation de cette famille reste précaire, mais ça va de mieux en mieux. La mère et sa fille aînée travaillent dans une usine et mettent de l'argent de côté pour pouvoir bientôt quitter leur logement de fortune et enfin emménager dans une maison du quartier. Je dois être forte pour ma famille. Je dois toujours espérer que demain sera meilleur. Je dois les aider à réaliser leurs rêves en espérant qu'on puisse bientôt vivre dans une vraie maison et non pas dans un magasin. En 20 ans, l'Irak n'a quasiment connu que la guerre et l'obscurantisme. Désormais, cette famille ose l'espoir. La paix semble enfin à portée de main. Wilson, on vient de voir votre reportage. Donc, la première question, qui contrôle effectivement l'Irak aujourd'hui ? Alors, évidemment, sous Saddam Hussein, on avait un régime dictatorial où tout le pouvoir était concentré entre les mains d'un seul homme. Et puis, il y a eu l'invasion américaine et une refonte complète de la structure de l'État, avec l'apparition d'un Premier ministre, d'un président du Parlement, d'un président de la République. Et ces différents postes avaient été répartis entre les principales communautés du pays, chiites, sunnites, kurdes. Ça, c'est sur le papier, mais 20 ans plus tard, ce qu'on constate, c'est la montée en puissance de milices soutenues par l'Iran et qui, initialement, avaient contribué à l'effort de guerre contre le groupe État islamique, justement. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a entendu dans le sujet, les djihadistes, ils ont été vaincus, mais les milices, elles sont restées. Et elles ont acquis de plus en plus de pouvoir au fil des années, un pouvoir politique, militaire, économique, et elles sont en train de véritablement dévorer l'État de l'intérieur. Alors Wilson, est-ce que c'est un État qui fonctionne bien, qui fonctionne mal ? Alors déjà, précisons que la guerre est terminée en Irak. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée, ça c'est la bonne nouvelle, mais les défis sont encore nombreux. On évoquait à l'instant la question des milices. L'autre grand défi, c'est la corruption endémique, généralisée, qui contribue au fait qu'en fait l'État n'est pas capable de contribuer, de subvenir aux besoins de ses propres citoyens. Pourtant, l'Irak est un pays riche en pétrole, et malgré tout, les gens ont faim. Selon les derniers chiffres, un habitant sur 4 en Irak vit sous le seuil de pauvreté. Merci Wilson, merci aussi pour vos reportages. Merci en tout cas d'être venu ce soir sur ce plateau pour toutes ces explications.